Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est assez discrète. On l'imagine assez mal parler fort, il émane d'elle un certain calme, une douceur même. Elle est aussi solaire. Mais attention, ne pas s'y tromper, elle a la compétition chevillée au corps, sortir de sa zone de confort est une motivation constante. Son truc, c'est le multicoque. Elle vient de la filière olympique, comme on dit. Elle a été vice-championne d'Europe avec Manon Ondinet en Hobie 4-16. Et puis elle a sauté sur un Accra 17 avec Mathieu Vandamme, avec qui elle a fait une préparation olympique. Sur 2 coques, elle a aussi navigué en Diam 24 sur le Tour de France à la voile, sous les couleurs d'Oman Sail. Les sensations à la barre de ces engins-là, elle les a. Et puis un break, des études à l'école d'ingénieurs de La Rochelle, elle a même été jusqu'en Nouvelle-Zélande pour parfaire sa formation. Elle est ingénieure, spécialité mécanique, manageuse de projet aussi. Et puis un jour, l'envie de refaire du bateau, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie lui reprend. Et depuis, elle enchaîne. Son visage est parmi les 9 qui composent la photo des présélectionnés pour la prochaine Women America's Cup. Elle a aussi intégré l'équipe de France de SailGP en tant que stratège remplaçante. Et puis elle a découvert la course au large. Quand Erwan Leroux l'appelle pour embarquer sur son Ocean 50, elle avait surtout peur d'être malade. Le skipper de Coesio ne tarit pas d'éloges sur son équipière et vante son énorme capacité d'apprentissage et d'adaptation. Résultat, elle fait partie de l'équipe vainqueur du Pro Sailing Tour 2023 et elle sera au départ de la Transat Jacques Vabre avec le triple vainqueur de l'épreuve. Et au registre des trucs historiques, cela en fera la 2e femme à courir cette transat en multicoque après Karine Fauconnier. On vous le disait, sortir de la zone de confort. Transat Jacques Vabre en Ocean 50, Women America's Cup en AC40, SailGP. Avouez que pour quelqu'un qui avait tout arrêté, les planètes se sont drôlement bien réalignées. Audrey Augereau est mon invitée pour ce tout nouvel épisode de Navigante, le premier de la 2e saison et on est drôlement contents. Bonjour Audrey, tout va bien? Bienvenue donc dans Navigante, tu ouvres la saison 2. Bonjour Hélène et merci pour l'invitation, je suis ravie. Alors je vais commencer par ma question rituelle, Audrey. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile, comme ça à brûle-pourpoint, tu réponds quoi? C'est vrai que c'est d'actualité, c'est en bonne progression depuis quelques années et ça me fait super plaisir parce que j'en bénéficie. C'est vrai que la voile, on a la chance de faire un sport qui est pas dominante complètement physique. On peut tirer notre épingle du jeu en faisant jouer d'autres paramètres qui sont nombreux et qui nous permettent de performer. Et jusqu'à présent, peut-être jusqu'à il y a quelques années, on était un petit peu en retard sur la place des femmes. Là, c'est en très bonne voie. Il y a de nombreuses personnes qui essayent de mettre en place des choses, des épreuves, des règles parfois
des règles imposées malheureusement, mais ça aide beaucoup les femmes à s'intégrer dans le milieu de la voile, qui est forcément, enfin, accessible à toutes et à tous, je pense. Parce que toi, si on regarde ton parcours, qu'on va évidemment un peu mieux détailler, je trouve que finalement, t'es un bel exemple de la place des femmes dans la voile. Alors c'est vrai, tu parles de quotas, mais il y a le NACRA qui était en mixte, il y a le parcours avec Oman où tu as fait partie de ces Françaises qui ont aidé des Omanaises à prendre goût et à s'initier à la voile. Il y a évidemment maintenant avec Coesio qui a ses velléités de mixité, il y a la Women America's Cup, il y a le CELGP, donc tu es en plein dedans quand même. Ben, c'est vrai que depuis un bout de temps, oui, je suis dans la dynamique mixité et soit d'aider, bah, comme tu le disais, des Omanaises où la culture est encore un petit peu en retard sur la mixité, aider les Omanaises à s'intégrer dans ce milieu ou faire partie d'équipes mixtes, bah, ça a toujours un peu guidé ma carrière et j'en suis un peu fière, enfin j'en suis contente en tout cas. Alors, on va revenir au début. Ça commence comment ton histoire d'amour avec la voile, Audrey? Mon histoire d'amour, ben là, ça a commencé assez jeune parce que bah, mes parents, mon père surtout, faisait de la voile. Ça a commencé en fait parce que mes parents pouvaient pas me faire garder quand eux faisaient des régates. Donc, je crois que c'est à 2 ans que j'ai eu ma première licence parce qu'il fallait absolument que je sois au moins sur le bateau et donc avoir une licence pour pas être laissée toute seule sur la plage. Donc assez tôt. Après, j'ai pas commencé à naviguer de mes propres moyens, de mes propres ailes, on va dire, tout de suite. J'ai commencé après plutôt par l'optimiste. J'avais une dizaine d'années. Et puis j'étais assez bien encadrée. J'étais dans la ville de Nantes. J'ai commencé mes premiers bords sur une rivière, super bien accompagnée par un club nantais. Et puis de fil en aiguille, il a fallu changer de support. L'optimiste devenant un peu trop petit, même si j'ai un petit gabarit, j'ai voulu commencer le multicoque parce que je trouvais que c'était, il y avait la vitesse, il y avait le fait de pouvoir, c'était rigolo d'être au trapèze, à la barre, pouvoir un peu tout gérer depuis le poste de barreur. Et puis là, c'est vraiment là où je me suis dit que c'était mon sport et que j'avais envie d'en faire une petite carrière, quoi. T'étais plus sur une rivière là à cette époque-là? Non, en fait, assez rapidement, la rivière a été un peu petite. Autant l'optimiste, je l'ai gardé assez longtemps, autant la rivière, bon, oui, c'est vrai que on peut pas tout faire sur la rivière. Tu évoques ton poste de barreuse. Qu'est-ce qui, très tôt, te fait dire que c'est là que tu vas être bien? Alors, c'est rigolo que tu poses cette question parce que j'ai tout de suite voulu plutôt être barreuse parce que j'avais envie d'avoir un peu toutes les ficelles dans les mains. Et puis, dès que le niveau est monté, je dirais que c'est quand j'ai commencé à naviguer avec Manon, en fait. Manon Audinet. Manon Audinet. Là, ma carrière, on va dire, a pris un peu une autre dimension parce qu'on visait les Jeux Olympiques, des épreuves beaucoup plus grandes. Là, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être bien d'être équipière aussi. Enfin, j'ai commencé à m'ouvrir un peu l'esprit et finalement, j'étais lancée dans le poste de barreuse qui m'a tenue jusqu'à maintenant en tout cas. Mais ce que j'aime dans ce poste, je pense, c'est la communication et les échanges avec le ou les équipiers ou l'équipière. Et c'est la synergie d'une équipe en fait, le fait de guider une équipe ou aider l'équipe. D'être un peu chef? Un peu chef, mais je suis pas sûre que ce soit ma caractéristique première, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus. Tu évoques ce parcours avec Manon et puis il va y avoir aussi la préparation olympique, c'est pas rien, avec Mathieu Van Damme en NACRA 17. Alors on le rappelle, le NACRA, justement, c'est ce support qui va faire son apparition pour les Jeux de Rio, qui est un kata qui va très vite et qui est mixte surtout. Ça s'est passé comment avec Mathieu? Ça s'est super bien passé. Dès le début, la synergie de l'équipe a super bien marché. Bon, ça fait un petit moment, je parle de ça avec mes souvenirs, mais
pour moi, le fait d'avoir développé la mixité dans l'olympisme, parce que c'était tout nouveau en fait à ce moment-là, d'imposer, comme je disais tout à l'heure, un peu malheureusement, mais bon, on est obligé un peu de passer par là pour inclure tout le monde et pour faire changer les mentalités. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense toute l'équipe, en tout cas l'équipe de France, on s'est rendu compte que c'était super bénéfique et que ça donnait une autre dimension à l'entraînement, à la performance et à la régate, parce que chacun avait sa petite pierre à l'édifice à monter. Et je pense qu'on se tirait vers le haut, que ce soit avec Mathieu ou avec l'ensemble de l'équipe, avec Manon et son barreur, avec Billy, etc. Je pense que la dynamique de groupe était différente de si ça avait été que des filles ou que des garçons. Qu'est-ce que tu as le souvenir? Parce qu'effectivement, on parle de ça il y a un petit bout de temps, parce que la préparation olympique, elle avait commencé en 2012, donc ça fait quand même un paquet d'années maintenant. Oui. Quel souvenir tu as justement de ce que vous avez pu vous apporter avec Mathieu? Alors, je pense que c'était des visions différentes, en fait, de la préparation, de la régate, de la stratégie à mettre en place, vraiment, c'était plutôt comment on voyait les choses, pardon. Et puis, le Nacra 17, c'est quand même un bateau avec une dominante physique quand même un petit peu mine de rien. Donc, lui, il avait quand même les gros bras et ça aidait forcément. Mais c'est ça aussi qui fait que ça marchait bien, parce que tous les postes, on n'a pas besoin d'avoir des gros bras pour tous les postes. Justement, la voile est assez ouverte pour que chacun ait sa petite chose à mettre. Et on précise, c'était toi la barreuse et Mathieu l'équipier. Oui, complètement. Et il n'y en a pas beaucoup finalement en Accra 17 quand tu regardes même à l'international. Des femmes qui sont à la barre et les garçons qui sont équipiers. C'est finalement ce qui est assez rigolo, parce qu'au début on pensait que le poste d'équipier étant plus physique, ce serait plutôt des garçons à la barre, à l'équipe. Et finalement non, pas spécialement. Donc bon. Comme quoi tout n'est pas préconçu. Comme quoi tout n'est pas préconçu. Ça représente quoi une préparation olympique, Audrey? C'est quoi l'abnégation, les sacrifices qu'il faut faire, même si on sait que c'est Billy Besson et Marie Rioux qui sont allés représenter la France à Rio, mais t'en as fait un bon bout de cette préparation olympique. Ça représente quoi en termes de temps, de sacrifices? Alors, tu dis sacrifice, je pense que pas mal de personnes pensent que ce sont des sacrifices, mais oui, c'est énormément de temps, du temps passé à préparer un bateau, à s'entraîner physiquement, à s'entraîner sur l'eau, à briefer, débriefer, revoir de la vidéo, se déplacer sur des compètes. Mais en fait, je pense que les sportifs qu'on est, en fait, on a fait ce choix parce que justement, ça prend du temps. Moi, je suis on m'a toujours reproché dans mon entourage familial, en tout cas, d'être jamais disponible, d'avoir tout le temps un planning super chargé. Et en fait, dans la voile, je pense que c'est ce qui me plaît, c'est d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Et oui, d'avoir un peu jamais le temps de faire des soirées ou faire des choses un peu plus loisirs à côté. Mais en fait, moi, j'ai choisi ça et c'est ce qui me plaît. Ça vient d'où, ça, d'ailleurs? Je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Ça vient d'où? Ça, je sais pas, par contre. J'ai pas encore fait assez de psychologie sur moi-même pour savoir d'où ça vient. Mais c'est vrai que depuis assez jeune, depuis les études et les études et la voile jusqu'à maintenant, je pense que même ça va, je sais pas si on dit de pire en pire ou de mieux en mieux, mais plus ça va, plus j'aime les plannings chargés. Bon, là, je pense que on va en parler évidemment, mais en matière de planning chargé, tu te poses là en ce moment. Ça va être pas mal. Je crois que je suis pas mal. Ouais, t'es pas mal. Tu évoquais les études, justement. Donc, en parallèle de tout ça, il y a évidemment les études. Comment il se fait le choix à un moment de se dire faut que je mette un peu en pause la voile pour assurer les études? Ce choix doit être cornélien, parce que quand on t'entend, on comprend la passion qui t'anime et la volonté qui t'anime d'aller au plus loin dans la compétition. Mais il y a un moment, il y a ce choix qui a dû se faire. Ça a été difficile? Ça n'a pas été facile, mais en fait, dans ma vie, ça a toujours un peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire à l'opportunité. C'est là, en l'occurrence, j'ai fait une pause dans la carrière voile au moment où j'ai navigué avec Mathieu, enfin, à la fin de notre PO avec Mathieu. En fait, voyant par exemple Billy et Marie qui
qui dominait un peu le circuit à cette époque-là. Bon, Mathieu, lui, partait sur un projet plutôt pro. Et moi, je me suis dit, soit je redémarre avec un autre équipier en repartant, pas de zéro, mais en repartant de zéro sur la communication et la façon de fonctionner. Soit, c'est une opportunité, j'en profite pour finir mes études. Comme tu le disais tout à l'heure, partir faire un bout de ma carrière ingénieur en Nouvelle-Zélande et puis voir d'autres choses, m'enrichir de d'autres projets. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement en me disant c'est pas tant pis, c'est tant mieux, je vais faire autre chose. Et en fait, ça s'est décidé comme ça. Tout comme quand j'ai eu l'opportunité de revenir dans le circuit, c'est une opportunité. Moi, j'essaye de me rendre disponible pour les opportunités que je trouve belles et qui me font un peu vibrer. Donc pareil, je suis revenue dans le circuit de la même manière. Moi, j'ai une philosophie, c'est en lien avec le dieu Kéros, qui est c'est un dieu qui a les cheveux longs et qui traîne des opportunités. Et soit on regarde, on l'attrape, on la saisit, soit on regarde, on la saisit pas, soit on voit même pas et en fait l'opportunité elle passe. Et moi j'essaie de saisir au bon moment, quoi. Le dieu Kéros, je vais m'en souvenir, ça. Merci, c'est bien ça. Avec ses longs cheveux. Ça ressemblait à quoi quand tu travaillais en tant qu'ingénieur, en tant que responsable de projet? Alors je mets ça au passé, mais remettons-nous dans le présent de ce moment-là. Ça ressemble à quoi quand tu es ingénieur, quand tu es chef de projet? C'est une organisation de vie différente. Donc là, comme tu disais, en fait, j'ai pendant 2 ans été chef de projet sur de la rénovation de yachts. J'avais fait une deuxième pause après Oman Sail, ou après le Covid d'ailleurs aussi. J'ai fait 3 ans manager d'équipe où je dirigeais une vingtaine de personnes sur des projets différents. En fait, c'est aussi gérer une équipe, gérer un projet, comme on pourrait en parallèle le voir dans la voile et dans les projets voile. C'est un peu le même schéma avec ce qui diffère, c'est le fait qu'on est plutôt à l'intérieur, devant un écran d'ordinateur. Forcément en échange avec les personnes, mais ce qui est différent, c'est plus ça, c'est plus le fait de pas avoir le contact avec la nature et le fait de se bouger un peu aussi. Il y a toujours eu un rapport avec la voile ou pas forcément? Pas forcément, non. Par contre, j'ai toujours dans un coin de ma tête la voile. Non, il y a eu une période où c'était vraiment de la rénovation de bateaux, mais c'était pas de la voile. Et puis là, plus récemment, sur les 3 dernières années, c'était pas du tout en lien avec la voile. Et je pense que au bout de 3 ans, c'est vraiment ce qui me manquait. Enfin, là, j'étais arrivée à saturation, manque de voile. Alors, il y a un petit moment aussi, tu parlais d'Oman. Il y a eu ce moment, alors avant qu'on parle de la grosse transition où tu t'es dit, bon, allez, maintenant, je vais retourner complètement faire de la voile. Il y a eu ce moment aussi, je prends des congés pour aller naviguer, je prends des congés sans solde pour aller faire du bateau. C'était quoi cette période-là? Oui, c'est la période de transition, j'appelle ça, où j'ai encore plein de congés parce que j'ai peu navigué, parce qu'en général mes congés je les prends quand je suis en poste ingénieur, on va dire, je prends mes congés pour naviguer. Donc oui, quand j'ai encore des congés, j'essaye de conserver le poste ingénieur parce que je trouve ça intéressant d'avoir les deux. J'ai fait les études d'ingénieur parce que ça me plaisait en fait. Donc moi, mon idéal serait d'avoir les deux, assez de temps pour faire les deux. Et donc, mes périodes de vie où j'apprécie le plus, en fait, c'est quand j'ai encore un poste d'ingénieur et que j'arrive sur mes congés, quand j'arrive à les rallonger au maximum, pouvoir faire les entraînements, les compètes, etc. Et souvent, le problème, c'est que dans un CDI, on peut pas prendre des congés à rallonge. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de congés, donc on est obligé de dire au revoir. Voilà, faut choisir. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a un petit peu évoqué avant qu'on parle de la période actuelle, parce que je trouve ça assez fascinant comme expérience, et je me souviens que j'avais eu la chance d'aller vous voir à Oman pour ça, justement cette expérience avec Oman Sail, où notamment tu faisais partie des 3 Françaises qui ont navigué sur ce Diam 24 et qui ont familiarisé, qui ont appris à des Omanaises à naviguer. C'était quoi
cette période-là, ce moment-là, parce que c'était quand même des jeunes femmes. Il y en avait une d'elles qui était voilée d'ailleurs, si je me souviens bien. C'était pas du tout dans leur culture. C'était complètement nouveau. Elles partaient de zéro et ça a été une rencontre qui a voulu dire quoi? C'est vrai que c'était assez surprenant d'arriver dans une équipe avec vocation un peu de coach, navigatrice, et d'arriver dans un univers où oui, la culture n'a rien à voir avec la nôtre, d'un point de vue sportif et évidemment place de la femme dans la société. Mais ça allait tellement dans le bon sens que ça donnait vraiment envie d'aider et de participer à ce changement, comme on peut le faire en France, mais peut-être à moindre échelle, on va dire. Mais c'était vraiment chouette. Enfin, justement, le fait que ces filles-là soient quand même motivées et rares chez elles, en fait, parce qu'il y a très très peu de femmes. Enfin, on naviguait avec trois femmes, et c'était peut-être les seules dans le pays à avoir envie de faire du sport, de bouger un peu à droite à gauche. Enfin, de mon point de vue, c'était un peu les rebelles d'Oman, mais c'était génial de pouvoir les aider à accomplir des performances, parce qu'on a quand même fait de bons résultats sur le Tour d'Oman ou sur le Tour de France, et de voir que ça marchait, et surtout de montrer aux petits copains garçons omanais que c'est pas parce qu'on était des filles qu'on pouvait pas les battre sur les compètes, quoi. T'as une anecdote à nous raconter de toi avec les filles, justement? Non, des anecdotes un peu drôles, c'est peut-être pareil, toujours dans la culture un peu différente, la notion du temps qui est complètement différente de nous. Euh, J'étais avec une autre navigatrice française, avec Maëlène, et on essayait de donner un cadre à nos entraînements, à nos compètes, en plus du coach. Et c'est vrai que de prime abord, on pensait pas à donner des timings à respecter. Pour nous, c'était le timing du bateau, mais ça paraissait logique de le respecter et d'être à l'heure. Quand on dit mise à l'eau à telle heure, c'était par exemple en étant en habit de navigation, par exemple. Et en fait, pour elle, c'était pas forcément logique. Donc, si on disait, allez, à 10 heures, on met le bateau à l'eau, en fait, elles arrivaient à 10 heures, mais pas changé, le bateau était pas prêt. Enfin, tout ça, ça coulait pas de source. Et il est arrivé quelques fois où on a eu des petites altercations sur le fait on s'était pas vraiment comprises. Mais ça restait super gentil. Elles étaient et vous étiez perçues comment quand vous étiez à Oman, justement? Des filles sur un bateau. Ça dépend par qui. C'était pas toujours facile. C'était pas toujours facile vis-à-vis des garçons, hein, on va pas se le cacher. Pas toujours notre place, pas toujours les mêmes droits, on va dire. Je le mets entre guillemets, mais oui, vraiment, c'est sur les 4 bateaux au Mansail qu'on était, on a eu parfois l'impression d'être un peu la dernière roue du carrosse. Mais ça donne le défi encore plus beau, parce qu'après, quand on arrive à faire des belles choses en étant la dernière roue du carrosse, on est encore plus fiers, et pareil pour les filles. C'était quoi la plus grande satisfaction de cette expérience-là? Il y a eu le Tour de France à la voile, hein, elles sont venues faire, enfin vous étiez là pour faire le tour. Au final, quand ça se termine, toute cette belle histoire, ça a été quoi c'est ça, la satisfaction, le plaisir de cette expérience-là? Il y aurait 2 choses. Je pense que c'est de voir le lien qu'on a créé entre les 3 manaises, Ipti, Tammy et Marwa, et nous, parce que moi j'ai encore des contacts avec elles. Je sais que elles naviguent plus ou moins en fonction de leur dispo. Le lien qu'on a réussi à créer en venant de milieux totalement différents et d'environnements totalement différents. Et puis notre dernier résultat, notre dernière régate tout ensemble, c'était le Tour d'Oman, où on finit 2e, et c'est quand même assez satisfaisant de finir 2e sur une compète quand même à ce niveau-là. Ça, c'est super fier. Ouais, j'imagine. Quel bonheur.
Alors, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Audrey, ce moment où être dans un bureau et derrière les écrans, c'est chouette, mais au bout d'un moment, il y a l'air, le grand air frais qui manque, les vagues et les embruns qui manquent, la nature qui manque, la compétition qui manque. Ça se passe comment ce déclic de se dire bon, j'arrête parce qu'en fait, je veux faire du bateau tout le temps. Un peu comme je te disais, l'opportunité, se rendre disponible en se disant bon, au moins s'il y a une belle opportunité à saisir, je pourrais être dispo, je pourrais dire oui. Parce que c'est vrai que quand on est dans la boucle, quand on est dans un peu le train-train du travail, on s'ouvre pas aux opportunités. Je pense que j'en ai loupé, hein, c'est sûr. Pendant les trois dernières années, par exemple, et de se dire à un moment donné, là j'ai fait 3 ans, j'ai fait mes preuves enfin c'était un défi aussi ce dernier job, c'était un défi pour moi. Je m'étais dit, je fais 3 ans et déjà je serai contente. Donc au bout de 3 ans, se dire j'ai fait mes preuves, j'ai réussi ce que je voulais faire. Maintenant, je reviens à mes premiers amours et je me rends disponible pour une belle opportunité. Et alors, elle est venue comment, l'opportunité? Bon, elle est pas venue toute seule, toute seule. J'ai quand même dit à 2-3 personnes, au fait, je serai bientôt dispo. Et c'est notamment à Erwan Erwan Leroux. à Erwan Leroux, pardon, oui, qui m'a pas tout de suite dit OK, mais qui m'a dit bon, OK, je note que tu seras dispo très très rapidement. Et puis en fait en renaviguant ensemble, on avait déjà en fait avec Erwan l'année dernière commencé à naviguer ensemble en équipage où j'étais plus ou moins remplaçante justement sur mes congés, j'étais remplaçante dans son équipe. Ça s'était super bien passé. Et en fait, là, en début de cette saison, quand j'ai dit que je serais dispo, il m'a proposé de faire la saison en équipage avec lui. Et assez rapidement, il m'a proposé de faire une grosse régate avec lui, où j'ai tout de suite dit oh oui, avec plaisir. Et c'était la Transat Jacques Vabre. Alors, je sais en lisant les articles qui ont pas mal tourné sur toi récemment, évidemment, ça fait beaucoup parler cette histoire de Transat Jacques Vabre avec Erwan. Il y en avait eu autant d'ailleurs, t'en avais vu autant toi d'articles à ton sujet depuis ces derniers temps, je te vois faire non de la tête. Ah non, pas du tout, oui. Mais je vois que tu t'es bien renseigné, t'as bien recité certaines répliques. Et non, c'est vrai que je suis impressionnée par la médiatisation Alors je sais pas si c'est la course au large ou si c'est le retour dans la compétition, mais non, c'est vrai que c'est une bonne dynamique en ce moment. Vraiment, les planètes sont vraiment au top. Quand tu montes sur cette Ocean 50 avec Erwan et avec son équipage, alors je pense notamment au circuit du Pro Sailing Tour. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble à quoi les appréhensions quand même au début? Alors la classe Ocean 50, ils font des parcours inshore et des parcours offshore. Bon, les parcours inshore, Facile. j'ai tendance à me dire bon, c'est quand même un peu plus mon domaine. J'ai peu d'appréhension à part l'ampleur du bateau qui est quand même beaucoup plus gros que ce que j'ai l'habitude de pratiquer sur un Diam 24. C'est quand même 2 fois plus petit. C'est pas les mêmes implications et surtout c'est pas les mêmes effets. On peut vite casser du matériel, ça peut vite être assez compliqué, casser des bonhommes. Enfin bon, c'est tout de suite plus compliqué s'il y a un souci. Mais les parcours inshore, bon, ça me faisait pas trop peur. Et puis, ça s'est avéré, c'était pas trop le souci. Parcours offshore, par contre, c'est un métier, on va dire, un peu différent. Comme tu disais, j'avais un peu peur d'être malade, de pas réussir à dormir, de pas savoir quand manger, comment manger. En fait, ce qui me faisait le plus peur, c'était les petits côtés, les petits à côté, la vie quotidienne, en fait, sur un bateau. Quand on vit dessus en étant en compète en régate en même temps. Donc finalement c'était plus ce qui pouvait m'inquiéter. Comment ça s'est résolu alors toutes ces petites choses du quotidien? Parce que c'est vrai que quand on fait de la course inshore, on va rappeler ça pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément. On part le matin du quai, on fait ses tours de bouée ou ses parcours côtiers, et puis le soir on rentre, manger au sec et dormir au sec. Évidemment, la course au large c'est différent, c'est tout ce que tu as décrit. Comment est-ce que tu t'es alors amariné à ces exigences là? Est-ce qu'il y a des petits loupés au début et tu t'es dit ah ça plus jamais?
Alors, oui, il y a eu des petits loupés, mais pas tant parce que j'étais quand même bien accompagnée, enfin, pendant tout le mois de mai, là, on a fait effectivement le Pro Sailing Tour où on était, pour toutes les régates offshore à 3 à bord, avec, donc Erwan Leroux, Devan Le Bihan et puis par la suite, Steven Lorzu, qui eux étaient un peu plus habitués que moi et qui ont réussi à me donner, bon, au fur et à mesure, des fois un petit peu après avoir fait une boulette mais qui me donnaient quand même des conseils. Et non, globalement, ça s'est vraiment super bien passé. Le petit raté, c'est peut-être de m'être dit, bon, pour la dernière étape où il y avait un peu de merde annoncée, donc j'avais effectivement peur d'être malade, donc je m'étais dit, je vais prendre du coca. On dit que le coca, c'est super, ça évite d'être malade, enfin, c'est comme un médicament. Donc je me dis, bah super, j'en prends, mais petite gorgée par petite gorgée, en me disant que ça va m'aider. Et puis bon, au fur et à mesure, je commençais à plus trop réussir à dormir. J'étais pas malade, mais j'arrivais plus à dormir. Et ne sachant pas pourquoi, je continuais à boire mon coca. Et en fait, c'est arrivé à Brest, donc au bout de 6 jours, où j'arrivais de moins en moins à faire mes siestes, à faire mes siestes toutes les 2 heures, où je me suis dit, mais le coca, en fait, il y a de la caféine là-dedans. C'est Mais pour oui, ça que madame. j'arrive plus à dormir. Donc voilà, je suis arrivée un peu cramée au bout de 6 jours parce que vraiment j'ai plutôt bonne capacité à m'endormir un peu partout, mais là c'était vraiment plus possible et je commençais à partir un peu en cacahuète. Et donc le coca, j'arrête. Fini. Comment as-tu facilement et rapidement trouvé ta place? Bah encore une fois, je pense que Erwan en tout cas m'a vite laissé la possibilité de m'exprimer, de montrer ce que je savais faire, de en fait je m'étais quand même pas mal entraînée, enfin pas mal, un petit peu entraînée avant sur les outils tels que Adrena ou enfin tout ce qui permet de faire de suivre la nav, de prendre des options, donner mon avis sur des choix, des réglages. Et en fait, Erwan m'a vraiment laissé beaucoup de place pour soit des moments où je voulais plutôt observer et en prendre de la graine, on va dire, il me laissait le faire. Et à la fois, quand j'ai mon mot à dire, il me laisse le faire aussi. Et il est super à l'écoute en fait de tout nouveau conseil que ça vienne de n'importe quelle personne de l'équipe en fait. Il est super ouvert. Je pense que c'est là-dessus que ça marche. Et tu faisais quoi à bord en particulier? Un peu tout. En fait, quand on est 3, forcément, il y en a souvent un qui essaye de dormir, donc on est beaucoup à deux sur le pont. Donc on se relaye sur tout, parfois barrer un peu, gérer le pilote, gérer la nave, gérer les manœuvres, changer des voiles. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début. J'ai commencé le catamaran parce que j'avais envie d'être à la barre et avoir accès à toutes les écoutes pour pouvoir un peu tout gérer. Et le côté multitâche que j'ai essayé de développer, en fait, je le retrouve vraiment sur ce bateau, sur l'Ocean 50, et en double encore plus parce que faut être capable de savoir tout faire à bord et potentiellement de se retrouver tout seul à tout gérer. Bon, pour l'instant, j'ai pas été toute seule. À chaque fois, on est vraiment à deux pour les manœuvres. Mais c'est là-dessus que je trouve vraiment un intérêt et un atout, en tout cas à notre équipe, parce que Erwan, lui, connaît le bateau comme sa poche, parce que c'est un habitué de l'Ocean 50. Mais moi, je commence à le connaître plutôt très bien aussi, et c'est super intéressant de savoir où on est en fait. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en justement réussissant à t'adapter aussi bien et aussi vite à ce bateau-là? Je cite ton skipper, si je puis m'exprimer ainsi, Erwan Leroux. Alors, il parle évidemment de ton expérience en multicoque, de ton feeling à la barre qui est exceptionnel, et tes capacités d'apprentissage et d'adaptation qui sont bluffantes. Alors voilà, je cite Erwan, hein, je n'y étais pas, donc je cite Erwan. Mais toi, justement, tu dis que tu commences à bien connaître le bateau après 3 ans dans des bureaux, et puis l'idée de revenir et de faire beaucoup de navigation, d'arriver à ça finalement assez rapidement. Euh, tu découvres quoi encore de ce que tu es capable de faire? Alors disons peut-être toujours la même chose, sortir de ma zone de confort, c'est vraiment ce qui me plaît. Sortir de ma zone de confort
et me lancer des défis. C'est vraiment ce qui me motive. Je te le disais tout à l'heure, mais là, j'ai passé 3 ans dans un bureau, dans un environnement qui m'était pas forcément confortable. Je te passe les détails, mais j'étais en escarpin toute la journée, en tailleur. J'ai vraiment pas l'habitude, mais ça m'a plu de réussir à le faire et de réussir là-dedans. Là, c'est un peu pareil. Je pense que j'adore m'adapter à un nouvel environnement, j'adore apprendre. Je pense que j'ai pas fait des études longues pour rien, c'est que j'aime ça, apprendre de nouvelles choses, progresser et guider ma vie pour progresser toujours dans un domaine ou un autre. Et donc, ça part de pas être confortable au début. Comment est-ce qu'on transpose ou est-ce que tu as pu transposer de toute ton expérience de tes années olympiques ou même du diam, arriver à le transposer sur cette nouvelle expérience au large sur un beaucoup, beaucoup plus gros bateau? Ça, je sais pas si je le transpose, mais ce qui guide mes projets, c'est beaucoup la rigueur, l'entraînement et le défi. Il revient toujours le défi. Et en fait, quand on met ces valeurs-là dans chaque projet, je trouve que ça aide à performer. Et c'est le but dans un projet de compétition. Le but, c'est de performer, c'est de battre les petits copains. Donc, à chaque fois, on retrouve les mêmes leviers, les mêmes points. C'est préparation du matériel, préparation technique, réflexion sur des nouveaux systèmes, s'entraîner physiquement. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans différents projets et qu'on peut réutiliser des tableaux, réutiliser des systèmes auxquels on avait pensé sur d'autres supports. Et ça peut, ou pas, mais ça peut marcher sur les nouveaux supports, donc en l'occurrence l'Ocean 50. J'aime bien aussi, Erwan, ce qu'il dit quand il parle de ce que vous apportez l'un l'autre. Alors évidemment, lui, de son côté, il y a toute la connaissance du bateau qu'il t'apporte. Mais lui précise bien aussi, elle me fait progresser dans mes analyses, en particulier celle de la performance du bateau. Il est bon comment cet échange-là, justement, entre vous? C'est vrai que assez tôt dans notre lancement de projet, j'avais envie de mettre à bon escient mes compétences plus ingénieur. Et c'est vrai que l'analyse de performance, c'est quelque chose qui est plutôt sur les ordinateurs, justement. Et j'avais envie d'aider le projet, d'aider la performance du bateau là-dessus, tout en progressant moi-même sur l'analyse de performance. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en parallèle ou ensemble. Mais oui, j'aime bien le fait d'aider avec des compétences que j'ai peut-être plus que d'autres et inversement. Et c'est ce qui fait fonctionner une équipe, hein. C'est quand on est complémentaire et c'est quand on n'a pas forcément envie de faire la même chose au même moment et que ça fait monter tout le monde. Bon, c'était quoi ton grand plaisir d'être à la barre d'un Ocean 50 au large? C'était quoi ces sensations-là? Alors je pense que le fait de plus voir personne autour, ou alors de voir juste des petits points sur une carte et d'être dans des plus grosses vagues que ce qu'on a l'habitude, plus proche de terre, ça c'est assez excitant. Ce qui est encore mieux, c'est quand on retrouve d'autres bateaux alors qu'on est parti depuis 3 jours et qu'on se retrouve au contact, justement à prendre la barre, à enlever le pilote, à prendre la barre parce que on essaye de battre les copains. Ça, c'est assez fou. C'est refaire de l'inshore dans de l'offshore. Donc, de la régate à la journée, mais en fait, dans une régate qui dure 6 ou plus de jours. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, on le disait aussi en préambule, au-delà de cette Transat Jacques Vabre qui s'annonce, on en dira évidemment un dernier mot. Il y a ton portrait sur le grand poster des 9 femmes présélectionnées pour la Women America's Cup. Il y a eu des présélections au mois d'avril à l'École nationale de voile à Quiberon. Tu fais partie de ces femmes présélectionnées pour cette première Women America's Cup de l'histoire. Alors, d'abord, ça dit quoi justement de l'évolution de l'histoire et des femmes dans la voile qui est enfin cette Women America's Cup?
C'est beau, c'est super chouette. C'est super chouette. Comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est dommage qu'on soit obligé d'imposer une course pour pouvoir faire partie, enfin une course féminine pour pouvoir faire partie de ces projets. Mais ça marche plutôt bien. Ça fait changer les habitudes en fait, parce que c'est tout simplement des habitudes, le fait qu'il y ait plus d'hommes dans ce genre de compétition. Je suis super fière de, pour l'instant, faire partie des 9 présélectionnés. J'ai hâte de la suite. Et j'espère faire partie de la régate au final. On verra ce que ça donne, mais ouais, c'est des super bateaux. Pour l'instant, on a vu que des images, des vidéos sur les réseaux sociaux, mais ça donne envie. Moi, j'aime bien la vitesse et l'adrénaline, et je pense que sur ces bateaux, ça a l'air d'être quelque chose. Oui. Bon, c'est une question à laquelle tu ne pourras peut-être pas répondre, mais à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que justement tu fais partie de ces 9 femmes sélectionnées, présélectionnées? C'est dur de parler de soi, je sais, comme ça, mais ça, je saurais pas dire. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'étais motivée. Je sais pas si ça a fait la différence, mais je pense que la motivation, c'est important. Je sais que la C40, ça va être un bateau où il y a besoin de percuter, de s'adapter, de bien communiquer avec les 3 autres personnes qui sont à bord. C'est forcément des compétences et des cordes à avoir à son arc. Mais bon, je sais pas. Je n'étais pas dans les critères de sélection. le matin, tu te lèves en t'imaginant à la barre d'un AC40 à 50 nœuds ou pas encore? Pas encore. J'aime pas trop faire des plans sur la comète, mais j'aimerais bien, oui. En tout cas, j'aimerais bien me réveiller un matin à la barre d'un AC40. Ouais. Bon, il y a cette Transat Jacques Vabre qui se profile. Le départ, ce sera le 29 octobre du Havre. On le disait, tu seras la 2e femme après Karine Fauconnier en 2002. Donc, ça fait quand même un petit paquet de temps qui était à bord de Crêpe Waouh avec Francky Vescoffier. T'en attends quoi de cette transat à bord du Coesio d'Erwan Leroux? J'espère qu'on va gagner déjà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un monsieur qui l'a gagné 3 fois, qui a été 2e plusieurs fois. On part avec une petite pression, mademoiselle Augereau, je voudrais pas dire. Exactement. Je vais essayer d'honorer la proposition et non, je pense que ça va être vraiment génial. Là, on part pour quand même 15 jours. Pour l'instant, mon max, c'est 6 jours en mer. Donc, on part pour 15. Le bateau sera prêt. Là, à l'heure actuelle, il est en chantier pour se refaire une beauté. Donc, nous, on recharge les batteries pour être prêt aussi. On a encore quelques entraînements avant le départ qui a lieu le 29 octobre. Je pense que oui, ça va être une expérience géniale et j'ai hâte d'être sur la ligne de départ, en fait. Ça a été une évidence de dire oui, bien sûr, à Erwan? Oui. Alors, en fait, j'ai dit oui et après, j'ai réfléchi. Donc, j'ai dit oui, j'étais super contente et puis, en fait, je suis rentrée chez moi le soir et je me suis dit, mais en fait, je sais pas si c'est une si bonne idée. En fait, j'ai jamais fait. Et puis, en fait, à réfléchir, je me suis dit si c'est vraiment une super idée et ça va être génial. Je vais apprendre plein de choses, je vais progresser et je suis sûre que je vais réussir. Alors moi, j'aime bien ce que tu dis parce que ça peut résonner aussi chez d'autres jeunes femmes qui nous écoutent. Mais en fait, j'ai jamais fait. Et en fait, le j'ai jamais fait n'a pas ni freiné Erwan Leroux, chevronné qu'il est à bord d'un bateau comme ça, ni toi d'ailleurs de te lancer dans l'aventure. Donc c'est plutôt tellement enthousiasmant comme phrase et comme dénouement. Bah oui. En fait, c'est pour ça qu'il faut les saisir, les opportunités, et surtout pas les laisser passer parce qu'on n'a jamais fait ou parce qu'on a peur ou parce que je sais pas, parce que c'est pas une habitude ou que c'est pas comme tout le monde. En fait, si on a envie, il faut dire oui. Hein. Je vais revenir à ce que tu nous as dit au début. Ton papa et ta maman qui faisaient du bateau et qui voulaient pas te laisser toute seule sur la plage. Donc, à 2 ans, tu avais ta première licence. J'adore cette anecdote au passage. Hein. Et à 2 ans, tu étais donc déjà sur le bateau avec eux. Ils en pensent quoi aujourd'hui, tout ça?
Je crois qu'ils sont assez fiers. Je vois mon papa qui suit beaucoup, qui est parfois sur les pontons pour voir partir le bateau. Ils sont assez contents et surtout ils sont assez contents parce que même s'ils m'ont pris ma licence à 2 ans, ils ont toujours eu peur de me pousser à faire de la voile, donc ils m'ont plutôt retenu. C'est pour ça que j'ai pas commencé si tôt que ça. Enfin, 10 ans, c'est quand même assez jeune. Mais ils m'ont toujours un peu retenu à me dire non, mais tu commenceras peut-être plus tard. Fais d'autres sports en attendant. Et ils avaient peur de me dégoûter, en fait, de me pousser à faire de la voile et de me dégoûter. Et en fait, ça a plutôt bien marché parce que j'y suis allée toute seule. Et maintenant, ça me plaît. Et de te voir partir faire cette Jacques Vabre? Bon, là, ils ont peut-être un peu peur quand même. Ils ont peut-être un peu peur, mais bon, ils savent que ça me plaît et que c'est aussi un mode de vie que j'ai choisi et c'est un peu grâce à eux, oui. Bon, pas de regret d'avoir laissé les escarpins et de les avoir troqués pour des bottes. Hein. Je dis à nos auditeurs et auditrices, hein, elle me fait non de la tête, non. Sûrement pas. Ils vont ressembler à quoi tes prochains mois, tes prochaines semaines, Audrey, avec évidemment cette date du 29 octobre? Eh bien, là, comme je disais tout à l'heure, on est en préparation du bateau, donc en chantier. Donc, c'est plutôt l'équipe technique qui est au boulot, on va dire. Nous, on est off, on se repose. Alors, je dis on recharge les batteries. Moi, je pars pour 8 jours de vélo à 150 km de vélo par jour avec une copine pour recharger les batteries. Oui, bien sûr. C'est peut-être pas du repos pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Mais tu nous avais prévenu, hein, t'aimes pas ne rien faire, il faut que tu sois tout le temps active, donc on comprend finalement. C'est vrai. Et donc du coup, en parallèle, je vais faire notamment une régate avec l'équipe présélectionnée pour la Coupe de l'América. Donc on sera au lac de Garde à la fin du mois d'août. Et ensuite, j'enchaîne directement avec un entraînement avec Erwan à Lorient. Entraînement en double et équipage pour justement se préparer à la Jacques Vabre. On aura aussi notre qualification à faire, donc quelques milles pour montrer qu'on est capable de faire cette transat. Et puis ça va plutôt s'enchaîner assez rapidement avec le Grand Pavois sur lequel on sera aussi. Et puis on sera vite au 15 octobre où on sera déjà sur le site de la Jacques Vabre. Vivement. Oui. Oui, vivement. Mais je vais pas m'ennuyer d'ici là, hein. Bon, merci beaucoup Audrey d'avoir été ma première invitée de la saison 2 de Navigante. C'est 2 bonnes nouvelles de t'avoir eu et puis que Navigante reparte pour une deuxième saison. Merci beaucoup. Bon vélo, bons entraînements diverses et variés sur des GC32, sur des Ocean 50 pour préparer et la Coupe de l'América et la Transat Jacques Vabre. Eh bien, dites donc. Merci encore beaucoup, Audrey. Merci à toi, Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.